Ah, le 1er avril. On connaît tous cette journée. On rit des blagues, des petits canulars. C'est une journée où finalement, on s'attend à se faire avoir, et pourtant, ça marche presque à chaque fois. Mais derrière ces blagues assez innocentes, il y a une question bien plus profonde, une question qu'on ne se pose pas si souvent. Oui, pourquoi est-ce qu'on tombe dans le panneau? Et je parle de tout le monde, hein. Même les personnes les plus intelligentes, les plus rationnelles. On pourrait croire que c'est un simple manque de vigilance, ou peut-être une question de QI, mais la vraie raison, elle est beaucoup, beaucoup plus fascinante. Contrairement à une idée reçue bien tenace, se faire avoir n'a absolument rien à voir avec le quotient intellectuel. Non, non. Les esprits les plus brillants sont tout aussi vulnérables que les autres. La raison n'est pas à chercher du côté de nos capacités de réflexion. Le vrai coupable, en fait, c'est notre propre esprit. Ce sont les mécanismes de base de notre cerveau, ceux qui sont censés nous aider à naviguer dans le monde, qui créent les failles. Des failles qui sont exploitées par les blagues du 1er avril, mais aussi par des manipulations bien plus sérieuses. Alors, voilà le programme. On va commencer par décortiquer le 1er avril, qui est un peu notre laboratoire. Ensuite, on va analyser 2 mécanismes clés, le biais de confiance et l'effet de surprise. Puis on verra comment tout ça s'applique dans notre quotidien et surtout comment on peut reprendre le contrôle. C'est parti ? Le 1er avril, c'est vraiment l'exemple parfait. Pourquoi ? Parce qu'il met en lumière nos faiblesses cognitives sans qu'il y ait de vraies conséquences. C'est un terrain de jeu qui nous permet de comprendre des mécanismes bien plus importants qui, eux, sont à l'œuvre tous les jours. Bon, entrons dans le vif du sujet avec le premier grand mécanisme. C'est ce qu'on appelle le biais de confiance. Il faut voir ça comme un raccourci mental, une sorte de pilote automatique qui est en fait absolument essentiel à notre vie en société. Voilà, la définition. Notre cerveau, il ne peut pas tout vérifier tout le temps. Ce serait beaucoup trop épuisant en termes d'énergie. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il a tendance à faire confiance par défaut à ce qui lui semble familier, à ce qui ressemble à la réalité qu'il connaît. C'est une pure stratégie de conservation d'énergie. Et là, on voit très bien comment ce biais est exploité. Une blague, elle fonctionne beaucoup mieux si elle vient d'un ami proche, n'est-ce pas ? Forcément, notre cerveau baisse sa garde. Et c'est exactement le même principe pour un vendeur qui essaie de créer un lien personnel, un influenceur qui nous montre des bribes de sa vie privée pour paraître plus proche, ou même la pub qui utilise l'image d'un acteur en blouse de médecin pour inspirer l'autorité. Le schéma est toujours le même, on établit la confiance d'abord pour que le message passe ensuite sans être filtré. Allez, passons au deuxième mécanisme qui est tout aussi puissant, l'effet de surprise. Là, tout repose sur 2 choses, la vitesse et l'inattendu. 2 éléments parfaits pour court-circuiter notre esprit rationnel. Quand quelque chose d'inattendu arrive, le cerveau n'a pas vraiment le temps de réfléchir, alors il réagit. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le système 1, notre pensée automatique, instinctive, très émotionnelle. C'est un réflexe de survie à la base, mais il est aussi très facile à tromper. Ce tableau, il résume tout parfaitement. La surprise, elle active la colonne de gauche, la réaction rapide, automatique, émotionnelle. La réflexion, elle, est dans la colonne de droite. Elle est lente, logique, délibérée. Le problème, c'est que le temps que la colonne de droite se mette en route, bien souvent, la décision est déjà prise. Et dans la vie de tous les jours, ce mécanisme, c'est la base de beaucoup de manipulations. Une fausse urgence pour pousser à l'achat impulsif, une fausse menace qui joue sur notre peur de rater quelque chose, ou encore une fausse récompense qui va flatter notre ego. Dans tous les cas, le cerveau ressent l'émotion bien avant d'analyser la logique. Et au moment où l'analyse commence, souvent, on a déjà cliqué. Maintenant qu'on a vu ces 2 mécanismes dans le contexte plutôt léger des blagues, il est temps de voir comment ils sont appliqués de manière beaucoup plus sérieuse et surtout omniprésente dans notre vie de tous les jours. On a tendance à penser à la manipulation comme quelque chose de grand, de spectaculaire, l'œuvre de grands escrocs. Mais en réalité, elle est bien plus subtile. Elle s'infiltre dans les petites interactions, dans nos habitudes, dans les environnements qu'on fréquente, sans même y penser. Prenez les réseaux sociaux par exemple. Ils sont entièrement construits sur ces principes, la confiance qu'on accorde aux gens qu'on suit et la surprise constante pour maintenir notre attention. Le marketing, bien sûr, utilise les mêmes leviers pour déclencher des achats rapides et émotionnels. Et malheureusement, même nos relations personnelles peuvent devenir un terrain pour ces dynamiques. Dans un contexte relationnel, ça peut prendre des formes vraiment toxiques. Par exemple, une personne qui va utiliser la culpabilité pour obtenir ce qu'elle veut, ou qui va constamment faire douter l'autre de sa propre mémoire, de sa perception, ou encore qui va alterner le chaud et le froid, la récompense et la punition pour maintenir un contrôle. Ce sont des applications directes de ces biais qu'on a vus, mais à des fins de pouvoir. Bon, face à tout ça, on peut se sentir un peu démuni. Mais la bonne nouvelle, c'est que la connaissance, c'est le début de la défense.
Simplement comprendre ces mécanismes, c'est déjà la première étape pour ne plus les subir passivement. Voici un outil tout simple mais vraiment puissant. Avant de prendre une décision importante, on peut s'arrêter une seconde et se poser ces 3 questions. 1. Est-ce que je ressens une sorte d'urgence artificielle, comme si on me pressait? 2. Est-ce que cette décision vient vraiment de moi, ou est-ce qu'on m'a un peu poussé dans cette direction? Et enfin, 3. La confiance que j'accorde à cette personne ou à cette source, est-ce que c'est un réflexe, une habitude, ou est-ce que c'est vraiment basé sur la raison? Juste le fait de poser ces questions, ça crée une pause, un petit espace pour que notre esprit analytique puisse enfin prendre le relais. En fin de compte, l'objectif n'est pas de devenir paranoïaque, loin de là. C'est juste d'être plus lucide. Et la question finale à se poser est peut-être celle-ci. Dans quel domaine de nos vies notre lucidité est-elle le plus souvent mise à l'épreuve? C'est une réflexion qui, je crois, nous concerne absolument tous.